Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire. Tout d'abord, je voulais juste m'assurer que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez tous bien? Il y a un tout petit peu de latence, donc je vais juste attendre votre réponse avant de continuer. Ah, ça a l'air de fonctionner. Du coup, pour attendre que tout le monde arrive, je vais peut-être faire un petit mot d'introduction. Donc moi je suis Tana, je suis responsable de l'animation de communauté au sein de l'équipe de data.gouv.fr. Et donc ce webinaire, il s'inscrit dans la rentrée de DataGouv. C'est un cycle de 3 mois de rencontres et d'événements qu'on organise depuis septembre et qui va se clôturer cette semaine, donc fin novembre. On a eu un premier mois qui était consacré à l'accès aux données. Ensuite, le mois d'octobre était plutôt dédié à la circulation des données. Et le mois de novembre, celui dans lequel s'inscrit ce webinaire, est dédié à l'usage des données.
Donc comme je le disais, on a encore deux webinaires avant de clôturer la rentrée DataGouv. On a un webinaire demain sur les portails thématiques de données et un webinaire jeudi sur les outils pour faire de la cartographie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire pour ces deux derniers webinaires. Et on va clôturer la rentrée de DataGouv début décembre avec un hackathon sur de nouvelles données de projection climatique qu'on organise avec Météo France. C'est du 2 au 4 décembre. Donc voilà, c'est la rentrée de DataGouv, c'est bientôt fini. Euh, du coup, je pense qu'on va pouvoir démarrer. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'Open Data University. C'est un programme qui est porté par l'association Latitude qui est notamment construit en partenariat avec data.gouv.fr et la DINUM. C'est un programme qui permet à la fois aux producteurs de données de valoriser leurs données et d'en encourager la réutilisation, et aussi aux établissements d'enseignement supérieur et aux enseignants de disposer de projets pédagogiques un peu clés en main à intégrer dans leurs cours. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter très concrètement comment s'articule ce programme. Et donc on a Anne et Annabelle de Latitude qui sont là pour vous le décrire dans les détails. Je vous laisse vous présenter. Super. J'imagine qu'on nous entend bien maintenant et on nous voit aussi. Alors, moi, je ne vais plus vous voir de notre côté, mais Tana, n'hésite pas à nous dire s'il y a des questions dans le chat qui nous demandent de préciser certains points. Effectivement, comme Tana vous l'a dit, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Donc, comment mobiliser des étudiants sur des projets Open Data avec l'Open Data University. Et pour ça, on va passer 1 heure ensemble. L'idée, c'est évidemment de non seulement vous expliquer très concrètement comment est-ce que l'Open Data University fonctionne, côté administration publique, mais aussi concrètement comment est-ce que ça se met en place dans les établissements du supérieur, les travaux que ça a pu donner côté étudiants et étudiantes. L'idée, c'est aussi de redonner un petit peu de contexte, notamment sur la genèse de ce programme. Sur cette heure, on s'est dit qu'on se laissait aussi pas mal de temps pour prendre vos questions à la fin. Nous, on voit pas les questions dans le chat, mais hésitez surtout pas à les mettre tout au long, au fil de l'eau de cette présentation. Soit Tana nous les dit un peu au fur et à mesure, et de toute façon, on aura aussi un temps dédié à la fin. Tana s'est présentée. Moi, c'est Annabelle. Je travaille donc chez Latitude et notamment sur ce programme Open Data University, sur le lien avec vous, certaines personnes qui sont présentes pour ce webinaire, vous, établissement du supérieur, et une partie également dans l'émission plutôt côté animation de communauté. Vous voyez que juste à côté de moi et aussi sur cette slide, il y a donc Anne que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Anne Pedro-Moinard, je dirige l'ensemble du pôle enseignement supérieur chez Latitude. Donc vraiment, on est organisé en 3 pôles. Des actions à destination de la jeunesse, des actions à destination des étudiants et des actions à destination plutôt des citoyens et des salariés. Moi, je dirige donc le pôle à destination des étudiants et de l'enseignement supérieur. Et je suis plutôt en contact avec justement les producteurs et productrices de données, administration publique notamment, principalement, qui souhaitent mettre justement leurs données au service d'un cadrage de défis. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Commençons avant de commencer par vous raconter l'attitude et de rentrer dans le vif de cette Open Data University, on voulait aussi vous présenter une petite nouveauté que nous, on teste sur ce webinaire, qui est de la facilitation graphique. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers à ce que c'est que de la facilitation graphique, l'idée, c'est de rendre visuelles des idées pour qu'elles soient plus facilement comprises, retenues, bien souvent, et aussi partagées. Et pour ça, on a beaucoup de chance d'avoir Carole avec nous. Carole, que vous voyez aussi d'ailleurs à l'écran, et je vais laisser se présenter pour peut-être que tu puisses dire 2 mots, Carole, sur ton travail. Oui, merci Annabelle. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de faire ça. Je fais de la facilitation graphique depuis 1 an et demi environ, mais plutôt généralement sur grand format. Donc là, je teste le A4. Voilà, je fais ça un peu de numérique, mais pas forcément en live. Donc voilà, juste un petit... J'ai écrit mon titre déjà. Et ensuite, je vous montrerai à la fin
à la fin ce que ça donne. Je prendrai aussi un peu de temps pour faire la finition et ensuite vous pourrez avoir via un mail envoyé par Annabelle, j'imagine, le résultat de ce que ça va donner. Voilà, bon webinaire à tout le monde. Oui, exactement. Vous aurez de toute façon un petit aperçu à la fin et je vous réenverrai l'ensemble de la facilitation graphique, donc le graphique que ça a donné par mail juste après le webinaire. Commençons par d'abord vous expliquer, puisqu'on vous a dit qu'on travaille toutes les deux, Anne et moi, chez Latitude. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette association? Donc Latitude, c'est une association qui existe depuis 2017 maintenant, donc depuis 8 ans. Et c'est une asso qui défend un numérique engagé et responsable. Vous voyez sur ces deux points de mon écran. L'idée, c'est d'un côté de se dire que le numérique peut servir les grandes transformations de notre société, c'est ce qu'on entend par numérique engagé, et derrière cette idée de numérique responsable, l'idée, c'est de se dire que le numérique qu'on développe, mais aussi qu'on utilise, donc d'un point de vue conceptrice d'application et aussi d'un point de vue citoyen, tout simplement, qu'on prend en compte les impacts environnementaux et aussi sociétaux du numérique, soit par sa compréhension, soit quand on est effectivement les mains dans le numérique et parce qu'on est professionnel technique et qu'on est amené à faire certains choix, par exemple, de conception. Très facilement, enfin très rapidement plutôt, dans ce positionnement de Latitude, on s'est dirigé vers la question évidemment de l'open data. Pourquoi? Parce que l'open data, les données ouvertes, donc, au-delà d'être des fichiers qu'on peut télécharger, c'est surtout des ressources communes, des biens communs dont on peut saisir. Et quand on s'en saisit, on comprend un petit peu mieux le monde, les enjeux sociétaux, de démocratie, d'environnement, et surtout par leur manipulation donc, de ces jeux de données, on est en capacité de faire des choix de société. Donc très rapidement, on s'est effectivement dirigé vers cette question de l'open data, et on vous redira à partir de quand justement l'Open Data University est arrivé dans nos programmes d'action. Hyper concrètement, on agit de deux manières chez Latitude. Premier, c'est tout simplement en créant des programmes d'action, donc des ressources pédagogiques qui sont des formats ludiques, collaboratifs, qui permettent de prendre du recul sur nos propres usages et aussi d'agir avec un petit peu plus de conscience, en tout cas d'essayer de lever cette espèce de voile noir, de boîte noire du numérique et d'essayer d'y mettre et d'y réveiller un peu d'esprit critique. Première partie, donc effectivement création de ressources pédagogiques. Deuxième partie, de favoriser, donc dans nos moyens d'action, de favoriser l'engagement citoyen. Si on prend par exemple le cas de l'Open Data University, qui est une des ressources pédagogiques qu'on propose à l'enseignement supérieur, l'idée c'est d'amener les étudiants et étudiantes qui manipulent donc ces jeux de données ouverts à reprendre le contrôle en justement essayant de lier et de mieux lire les enjeux territoriaux, les enjeux de démocratie, les enjeux sociétaux qui sont soulevés par les défis qu'on a cadrés avec les administrations publiques. Vous voyez juste à l'écran, à droite de mon écran, les 6 causes qui sont au cœur de absolument toutes nos réflexions, notamment nos réflexions quand on crée un programme. Qui sommes-nous? On vous a partagé, Anne et moi, que nous faisions partie de l'équipe salariée de Latitude. Beaucoup de nos programmes peuvent être déployés notamment par un ensemble de bénévoles. Vous avez le nombre juste ici, donc 550 bénévoles qui sont actifs, qui sont formés chaque année, notamment à nos programmes de sensibilisation, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Je suis curieuse. Par exemple, la bataille de la tech et la bataille de l'IA, qui sont des jeux de cartes de sensibilisation, et autour desquels justement on mobilise les citoyens citoyennes, notamment via le bénévolat. On a un très fort ancrage, et c'était aussi important de commencer par ça quand on vous explique l'Open Data University. Latitude a un très très fort ancrage dans l'enseignement supérieur, tout simplement parce que c'est évidemment à cet endroit que se forment et s'éduquent des professionnels de santé, mais des professionnels tout court. Et parce que je vais vous parler d'un défi santé, donc j'ai fait le rapprochement entre les deux. Donc des professionnels techniques, mais aussi c'est à ce moment-là que sont formés des citoyens citoyennes qui peuvent questionner, analyser le monde, et donc
gros enjeux chez Latitude là-dessus. Vous avez juste à l'écran notamment les différents réseaux au sein desquels on s'inscrit chez Latitude dans ce pôle enseignement supérieur et des exemples d'écoles avec lesquelles on travaille par année scolaire. Pour finir, avant de pouvoir vous expliquer en long, large et en travers l'Open Data University, c'est la slide qui vous expliquera le mieux nos différentes actions auprès de ce pôle, auprès de ces établissements d'enseignement supérieur. Peut-être important de vous expliquer qu'on a 4 portes d'entrée possibles pour faire une action chez nous et qu'à chaque objectif est associée une ressource pédagogique. Par exemple, si en tant qu'établissement du supérieur, vous voulez engager et faire créer vos études étudiantes, il y a effectivement 2 programmes et justement on retrouve l'Open Data University là-dessus. Et je vais en profiter pour passer la parole à Anne sur un petit peu plus de contexte concernant l'Open Data University. Merci beaucoup Annabelle. Donc comme vous l'avez vu chez Latitude, on a différentes portes d'entrée pour travailler sur le numérique d'intérêt général et bien entendu la donnée ouverte. C'est une des principales portes d'entrée pour travailler sur le numérique d'intérêt général, le numérique au service de l'intérêt général et de la citoyenneté. C'est la 4e saison de l'Open Data University, donc la 4e année universitaire dans laquelle on propose ce programme. Ce programme, il est né vraiment d'un constat partagé, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui dans la rentrée de data.gouv, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 70 000 jeux de données sur data.gouv. Il y a des données ouvertes qui ne sont pas sur data.gouv, mais qui sont ouvertes par des collectivités territoriales. Et ces données, elles sont encore assez peu exploitées dans les cursus universitaires. Il y a de plus en plus de cursus en data, mais il y a aussi des cursus en statistiques, en mathématiques, en géographie, en sociologie, dans lesquels on a besoin de données ouvertes. On a besoin de données, et particulièrement de données ouvertes. Et donc, on est parti de ce constat-là. Les données sont de plus en plus ouvertes, et comment on les met en fait au service des apprentissages et ensuite de l'intérêt général et de la citoyenneté. Autour des données ouvertes, il y a des principes qui sont aussi des principes démocratiques et citoyens, des principes de transparence, des principes de souveraineté de la donnée, de qualité de la donnée. Ces principes, en fait, ils sont à cultiver dans les apprentissages au service ensuite de l'engagement citoyen des étudiants et du développement de leur esprit critique. Pour aussi leur présenter un panel finalement de possibilités professionnelles à l'issue de leur cursus et leur montrer aussi toute l'agilité et la modernité aussi de l'action publique, puisque c'est aussi un des objectifs de l'Open Data University, c'est vraiment de mobiliser des élèves de différents établissements sur des sujets variés, mais qui ont toujours au cœur la transition écologique, sociale et les questions démocratiques. Donc vraiment, nous, on va chercher à cadrer des défis qui sont alignés avec le sens de l'action publique et le sens de l'État et de la citoyenneté pour vraiment créer à la fois de l'engagement et des apprentissages en termes de compétences à la fois professionnelles, mais aussi de compétences citoyennes et humaines, psychosociales finalement. Alors aujourd'hui, par exemple, pour être très dans le concret, cette année, on propose 7 défis. Vous voyez que ce ne sont que des défis qui sont effectivement en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, les questions sociales, écologiques, environnementales, démocratiques. Un défi sur les intelligences artificielles, donc de comprendre quels sont en fait les impacts des intelligences artificielles en termes de biais et d'usage. Un défi autour de la prévention des risques climatiques à Bordeaux Métropole, un défi autour de l'accès à la santé et des accès en santé selon les territoires, et donc de comprendre les vulnérabilités en santé. Un défi autour du tourisme en train, donc là encore, on est sur la question de la durabilité du tourisme et de promouvoir d'autres mobilités. Un défi sur les Françaises et Français et l'audiovisuel. Et donc, c'est un défi qui est très actuel, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de... Aujourd'hui, s'est lancée une commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Et donc, il y a vraiment cette question de mieux comprendre le rapport des Françaises et Français à l'audiovisuel. Un défi sur le changement climatique au sens large, qui rejoint d'ailleurs le hackathon que data.gouv promeut à la fin de cette rentrée. Et puis, un défi sur les diagnostics de performance énergétique. Donc, on est toujours sur des données environnementales. Je rappelle que ces défis, ils marchent sur 2 jambes. Donc, ils ont vraiment à la fois pour objectif de permettre le développement de compétences techniques, de comprendre comment on sélectionne, comment on trie, comment on nettoie, comment on visualise de la donnée. Et ça, c'est important pour nous de le rappeler. Vraiment, on est
accompagné par Data Activist sur toute la partie cadrage pour faire en sorte que ça ait la plus grande plus-value pédagogique sur ses compétences techniques et professionnelles, mais aussi de valoriser des compétences citoyennes, d'engagement étudiant, des soft skills, comme on dit aujourd'hui en bon français, sur tout ce qui va être des compétences transverses, d'être capable de valoriser son travail, de répondre à une problématique de politique publique, etc., etc. Donc on a vraiment ces deux jambes qui sont présentes à chaque fois dans les défis. Et si vous allez voir les défis, vous verrez que dans le cadrage, ces deux jambes sont toujours présentes. Pourquoi ça peut être intéressant pour vous, établissements qui nous écoutez cet après-midi, de vous inscrire dans l'Open Data University? Eh bien justement, pour travailler ces deux jambes chez vos étudiants, à la fois finalement par rapport à la stratégie de votre établissement, de votre département, par rapport à votre stratégie pédagogique. Et j'ai mis ici quelques verbatims, tous tirés de la saison précédente, d'enseignants qui nous ont donné ces verbatims dans notre mesure d'impact. Donc, les points forts vus par les enseignants et les responsables de département à l'issue de ce défi, c'est le caractère concret. Donc, vraiment le caractère d'avoir des données réelles. Vous avez deux verbatims ici qui montrent bien combien c'est important en fait, pour les enseignants de sortir d'un jeu de données qui soit tellement propre qu'en fait, il n'est plus très réel, mais qu'en fait, les étudiants comprennent que dans les données réelles, en fait, il y a tout un travail invisible qui permet d'arriver à ce que les étudiants ont l'habitude de voir, c'est-à-dire des magnifiques data visualisations, des choses qui sont très belles visuellement, très didactiques, mais que pour ça, il y a tout un travail invisible derrière qu'il est nécessaire de fournir, un travail technique. Ensuite, utiliser des données à impact. Ça, c'est aussi important, c'est-à-dire qui donne du sens au projet pour les étudiants. Autre élément valorisant à la fois pour les étudiants et pour les enseignants. Troisième point aussi, c'est que tous ces défis font l'objet ensuite de réutilisation et ils vont être sélectionnés, les défis peuvent être, les réutilisations peuvent être sélectionnées dans le cadre ensuite d'un démo day, puis d'un hackathon qu'on met en place cette année. Donc vraiment, on va choisir les meilleures réutilisations pour les accélérer. Et donc, il y a vraiment une sorte de continuité pédagogique dans le sens de ça s'inscrit dans la durée et ils ont le sentiment effectivement de pouvoir monter en compétences et d'avancer. Et puis, peut-être vous redire que les retours que nous font les enseignants, c'est aussi qu'ils ne sont pas seuls, ils sont très accompagnés. Cet accompagnement, il est gratuit, je le rappelle, pour les établissements, et que donc il y a énormément de support, d'accompagnement humain à travers des référents défis. Il y a des réutilisations qui sont déjà produites, qui permettent finalement de regarder ce qui est faisable avec un niveau de licence 2, licence 3, BUT, Master 1, Master 2. Et donc, tout cet accompagnement-là, il est aussi finalement un outillage des enseignants et des classes qui est vraiment bénéfique et en tout cas qui est très valorisé par les établissements. Et d'ailleurs, vous voyez ici assez rapidement un panorama des établissements qui s'engagent avec l'Open Data University. Ce qui est important ici de souligner, c'est que ce n'est pas un parcours qui est fait qui est fait uniquement pour des cursus d'ingénierie ou de data analyst ou de data scientist. C'est vraiment un parcours, un programme qui a été pensé de façon holistique et finalement qui a été pensé pour tout type de filière. Vous voyez qu'à Sciences Po X, par exemple, il y a une filière de journalisme, pas de data journalisme, mais dans cette filière de journalisme, il y a un cours de data journalisme. Et donc, les étudiants de Sciences Po X, souvent, ils viennent de la sociologie, d'autres cursus. C'est la première fois qu'ils vont remanipuler des jeux de données et que ça va leur apporter énormément d'éléments techniques, mais aussi de compétences métiers et de compétences journalistiques. Donc, on a à la fois des cursus universitaires qui peuvent être dans différents types de disciplines, des écoles d'ingénieurs, des BUT et IUT, des écoles de commerce. Donc, c'est vraiment une approche qui est très holistique et qui s'adresse à tout type de parcours. Et d'ailleurs, les défis sont toujours pensés pour proposer différents niveaux d'appropriation et de mise en œuvre en fait, de la problématique. Je regarde le temps qui passe. Pourquoi l'Open Data University si vous êtes plutôt une administration publique? Si vous êtes venu ici pour plutôt comprendre en quoi ça pourrait être intéressant pour vous qui êtes producteur de données. Quand vous êtes producteur de données, finalement, et c'est ce qu'on a vu avec beaucoup de producteurs de données jusqu'ici,
Les retours qui nous sont faits du côté de nos partenaires administratifs, enfin partenaires administration publique plutôt, c'est la capacité à acculturer sur des enjeux de politique publique. Donc, en fait, chacun et chacune d'entre vous porte des enjeux de politique publique et la question de l'acculturation dans des cercles plus ou moins larges est quand même une question fondamentale du dernier kilomètre de la politique publique. Il y a aussi tout un travail, en fait, les réutilisations vont permettre de documenter des usages possibles de jeux de données que vous n'aviez pas forcément vus ou en tout cas que vous n'avez pas forcément le temps non plus de travailler. Donc ça crée un phénomène de sérendipité finalement, chercher trouver ce qu'on n'avait pas forcément cherché, mais ouvrir le champ des possibles, faire connaître en fait les données ouvertes à des étudiants et étudiantes pour faire émerger des propositions concrètes, et puis à ne pas négliger dans un moment où on questionne beaucoup la question du sens du travail, mais vraiment ça c'est un retour qui revient souvent, combien c'est important aussi pour les collaborateurs et les collaboratrices d'être au contact d'étudiants et d'accompagner des étudiants dans une démarche qui a du sens pour leur travail, qui valorise aussi leur travail, notamment dans toutes les directions d'open data, où parfois on peut avoir ce sentiment un peu de faire un travail de l'ombre et que ces données ouvertes, elles ne sont pas suffisamment vues, voilà. Et c'est un espace de valorisation, l'Open Data University, qui est aussi très gratifiant pour les collaborateurs et collaboratrices qui peuvent d'ailleurs devenir référents défis, donc vraiment accompagner les enseignants sur ce qu'on peut faire des données ouvertes. Donc vous voyez aujourd'hui qu'on a des partenaires justement administration publique ou des partenaires qui sont du domaine public ou para-public, du type l'ADEME, le ministère de la Culture, Bordeaux Métropole. Mais on a aussi des partenaires qui sont des grands groupes, la Fondation SNCF, Enedis, la Fondation Roche, et puis on a ensuite des partenaires qui vont nous accompagner plutôt au sens large, d'activistes pour cadrer les défis, des partenaires universitaires, la Conférence des grandes écoles France Université, et puis des partenaires issus de la tech, Ilvin Technologies ou Margot, qui sont vraiment aussi là pour justement nous apporter une compétence tech et data à travers des référents défis et qui soutiennent le projet depuis le début. Donc on a vraiment une forme de synergie des partenariats qui crée quelque chose d'assez inédit finalement, qui crée des ponts entre différents écosystèmes qui se parlent peu en règle générale ou pas beaucoup. Et je te laisse la main, Annabelle, sur la suite concrète. Donc je pense que sur la partie pourquoi est-ce que ce programme a été imaginé, vous y voyez plus clair. Si on enchaîne avec la partie un petit peu plus pratico-pratique, donc le comment est-ce que ce programme Open Data University se met en place côté, on va commencer établissement du supérieur. On va dérouler 4 étapes ensemble. Sur la première, Anne, vous le rappelez, déjà l'inscription pour les établissements du supérieur est totalement gratuite. Qui a effectivement des établissements qui sont issus de formations assez différentes. Si je pense à l'année dernière, donc la saison 3, on avait tout autant des IUT en métier du multimédia et de l'information que des BUT en sciences de données, par exemple, que des écoles de commerce qui avaient des cours de stats ou, par exemple, de comportement du marketing et qui, donc là, vont aller chercher des intégrations de l'Open Data University de façon assez différente. Toujours est-il que cette première étape reste la même pour chaque enseignant, c'est de se poser la question de à quelles compétences pédagogiques et à quelles compétences techniques je veux aller chercher chez les étudiants et étudiantes, qu'est-ce que je veux valider là-dessus. Et c'est pour ça que l'Open Data University s'intègre tout autant dans des cours, donc dans des modules de cours, par exemple, des UE de data visualisation, statistiques, comportement du consommateur, etc., que dans des formats semaine campus, par exemple, ou hackathon. Ça a été le cas, par exemple, de l'établissement qui a ouvert l'Open Data University sur cette année scolaire, donc cette saison 4, Polytech Nice Sophia, qui s'est lancée en septembre, par exemple, sur une semaine de hackathon avec des ingénieurs qui étaient là plutôt en dernière année de cursus d'école d'ingé. Et donc, c'est tout à fait possible d'intégrer l'Open Data University dans un cadre de cours, dans un cadre de hackathon ou dans un cadre de projet de fin d'études. Je vous montrerai quelques slides plus bas, concrètement, quel établissement s'est intégré dans quoi et comment et quelle forme ça a pris de manière un peu plus précise. L'enseignant, donc au moment de l'inscription, décide effectivement s'il s'agit de s'intégrer plutôt dans un cours, plutôt dans un hackathon.
tombe plutôt dans un projet de fin d'études et déploie lui-même le calendrier. Est-ce que l'Open Data University va durer 10 heures? Est-ce que ça va durer 40 heures, comme c'est le cas de bien souvent pas mal de modules de cours? Est-ce que ça va s'étendre sur une année? Ça, c'est pas nous qui le définissons, et c'est pour ça que Anne, vous partagez effectivement l'idée de l'Open Data University, c'est vraiment d'outiller les enseignants-enseignantes, mais de bout en bout, en se disant que ce programme est vraiment sur mesure pour vous, établissement du supérieur. Au bout de l'inscription, l'idée, c'est d'identifier si l'enseignant ou l'enseignante a envie ou besoin d'un accompagnement qui soit léger de la part de Latitude ou qui soit plutôt rapproché. Ce qui nous amène à cette deuxième étape de déploiement. Donc, il y a deux possibilités. Soit l'établissement du supérieur décide de seulement se saisir des jeux de données et de les proposer à ses étudiants et étudiantes sans forcément que Latitude intervienne outre mesure là-dessus. C'est tout à fait possible. C'est un modèle de déploiement qui est autonome. Ce n'est pas celui que je vous ai mis à l'écran. Sur ce que je vous partageais justement sur cette étape 2, c'est plutôt un déploiement en 3 étapes, donc de définir et de fixer avec vous, enseignants, des dates, des moments d'intervention de Latitude auprès de vos étudiants et étudiantes. Donc l'idée de la part de Latitude, c'est d'intervenir via un premier moment de lancement qui dure 30 minutes, qui se fait donc auprès de vos étudiants et étudiantes, qui a pour objectif de lancer vos étudiants et étudiantes dans le programme, de présenter les défis que les enseignants ont pu présélectionner et bref, de se lancer dans cette dynamique bien souvent externe, nouvelle pour les étudiants et étudiantes. Ça, c'est un premier moment de lancement qui dure 30 minutes quand il est choisi par les établissements du supérieur. Un deuxième temps, qui lui aussi est facultatif, qui est un moment plutôt d'acculturation à l'open data et qui rentre aussi dans nos réflexions sur globalement notre positionnement aussi chez Latitude. C'est un moment où on s'extrait beaucoup plus de leur projet, puisqu'on va pas en parler pendant ces 45 minutes. L'idée, c'est plutôt de voir d'ailleurs pour certains et certaines d'entre eux, de voir les grands principes de l'open data, donc comment est-ce que ça a été créé, en tout cas comment ça a émergé aux États-Unis, comment est-ce que ça s'est traduit dans la loi française, notamment avec la loi pour une république numérique de 2016, et à travers cette session interactive pendant laquelle on intervient auprès de vos étudiants et étudiantes, on leur partage des connaissances justement plus larges sur l'open data. On a ensuite un dernier moment qui clôture le moment de déploiement, qui se fait sur une semaine, encore une fois 3 mois ou 1 an par exemple. Ce moment de clôture, à la même manière que le moment de lancement, il dure 30 minutes et l'idée, c'est de se faire un retour d'expérience auprès de vos étudiants et étudiantes de ce programme, donc de voir ensemble s'il y a des jeux de données qui ont été particulièrement difficiles, si les différents temps forts qu'on a imaginés sont toujours pertinents, pourquoi. Voilà, l'idée, c'est de se faire un retour d'expérience de ce programme qui a été mené auprès des étudiants et étudiantes. Encore une fois, ces 3 temps forts ne sont pas obligatoires. C'est possible d'avoir un accompagnement qui est beaucoup plus léger. La 3e étape, c'est effectivement, et elle s'imbrique finalement dans cette étape 2 du déploiement, puisque l'idée, c'est aussi ce que vous partagez, Anne, juste avant, c'est de pouvoir, nous, entre ces 3 briques que vous posez de lancement, découverte de l'open data et clôture, de pouvoir accompagner vos étudiants et étudiantes et les enseignants-enseignantes, d'ailleurs, qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez des questions très techniques. Donc l'idée, c'est, au-delà des 3 temps forts, de pouvoir se faire relais et finalement d'être en capacité d'intervenir via des référents défis pour répondre à des questions qui sont techniques ou méthodologiques, d'ailleurs, ça a été pas mal le cas depuis septembre, que vos étudiants pourraient se poser et de finalement pouvoir dénouer les nœuds, s'il y en a, pendant aussi toute la durée de l'Open Data University, une fois qu'elle est lancée. Il y a une partie, donc sur la partie pendant, il y a effectivement ces 3 temps forts et la possibilité d'avoir une aide technique via ces référents défis. Et ensuite, notre dernière étape, qui est une période de valorisation dont Anne a commencé aussi à vous parler, on propose aux étudiants et étudiantes de boucler la boucle
finalement de l'open data et d'aller jusqu'à eux-mêmes et elles-mêmes la publication de leurs travaux sur data.gouv et donc finalement de mettre à disposition des usagères, donc parfois c'est des collectivités territoriales, parfois c'est les structures avec lesquelles, les administrations avec lesquelles on a co-imaginé ce défi, en tout cas de rendre visible et accessible à tout un chacun, chacune, les travaux sur lesquels ils ont travaillé pendant la durée de leur programme. Et une fois que leur travaux a été publiés, ça devient une réutilisation qui peut être d'ailleurs visible pour les prochains étudiants et étudiantes qui se lanceront sur le défi, mais aussi c'est la première étape à une potentielle présélection de notre part pour une participation à ce fameux hackathon qui va avoir lieu en juin 2026 prochain. L'année dernière, ce que je trouve intéressant sur cette saison 3 de déploiement à l'année scolaire dernière, c'est que pas mal d'enseignants-enseignantes me partageaient que les étudiants, au moment de leur premier process de recrutement avec des entreprises, qu'il s'agisse de stages d'ailleurs ou de premiers jobs, se servaient de ces travaux réels, concrets, à impact, pour aussi valoriser finalement le fait qu'ils se soient engagés dans une question sociétale ou environnementale, mais surtout aient mis en action leurs compétences métiers, en tout cas celles qu'ils découvrent dans le cadre de l'école. On répond maintenant à la question comment mobiliser les étudiants, mais côté administration publique. Je vais aller un petit peu plus vite là-dessus, je vois qu'il est déjà 15h05. 4 étapes, comme les établissements du supérieur. La toute première, côté administration publique, c'est d'identifier une problématique de politique publique. Et vous allez voir, je vais aller plus vite là-dessus parce que juste après, Anne va pouvoir vous partager la manière dont on l'a fait avec Bordeaux Métropole, justement. Donc, d'identifier tout d'abord une problématique de politique publique. On vous a parlé tout à l'heure de data activistes qui techniquement aussi nous aident et finalement sont cette troisième partie qui explore et avec qui on cadre justement ce qui prendra la forme d'un défi au bout de cette exploration. Le défi est financé et enfin, il est publié sur data.gouv, qui est évidemment notre partenaire historique là-dessus. Exemple très concret avec Bordeaux Métropole. Oui, donc cette année, en saison 4, on a publié un défi que vous pourrez aller voir sur data.gouv sur la prévention des risques avec Bordeaux Métropole. Donc l'enjeu était finalement pour Bordeaux Métropole de démocratiser finalement les données qui existaient sur les risques climatiques à Bordeaux et notamment sur le cumul de risques. La métropole de Bordeaux a publié une stratégie de résilience climatique et dans le cadre justement de la mise en œuvre de cette stratégie, la question de l'acculturation des citoyens et des citoyennes à cette résilience climatique, c'est une vraie question et donc on a travaillé pendant un mois à peu près entre le début et le cadrage final du défi par une série d'allers-retours pour affiner la problématique. Donc, on est parti d'une problématique assez large qui était, on a fait ce plan de résilience climatique, on a des données et en fait, on a besoin que les citoyens, citoyennes comprennent, on a besoin d'outils aussi de communication, de sensibilisation autour de la compréhension qu'il n'y a pas un seul type de risque à un endroit du territoire, mais un cumul de risques et que ce cumul de risques, il peut être... il peut être adressé par un ensemble de politiques publiques, typiquement les îlots de fraîcheur, par exemple. Et donc, on est parti de cette question-là pour travailler sur la question de comment les données ouvertes peuvent finalement préserver, adresser cet enjeu d'habitabilité de Bordeaux aujourd'hui et demain. Comment on peut croiser la typologie urbaine et les risques et les différents types de risques. Et donc, on est arrivé sur ce cadrage de défi autour de la résilience climatique et du plan de résilience. Donc, vous voyez, une politique publique, un ensemble de besoins, d'attentes, un ensemble de jeux de données, et au fur et à mesure, on affine pour finalement arriver à une problématique de défi autour de la prévention des risques à Bordeaux Métropole. On voulait aussi zoomer sur, et vous allez voir les quelques slides qui arriveront juste après, elles vous permettent aussi d'explorer de manière encore plus concrète. Donc déjà, le défi, on va zoomer ensemble sur le défi Santé et Territoire, qui a été co-créé avec la Fondation Roche,
On va faire pareil avec les projets étudiants-étudiantes et finir par des exemples très concrets d'intégration dans certaines écoles. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions tout au long, à les mettre sur le chat, on y répondra juste après. Ce que je voulais vous partager sur la Fondation Roche, sur le mandat 2024-2026, la Fondation Roche s'est donné comme objectif de renforcer la prévention en santé des publics vulnérables, notamment grâce au numérique. Et donc, de cette grande direction, on a travaillé avec la Fondation Roche à la publication d'un défi qu'on a appelé défi santé et territoire, mais qui, de manière un peu plus concrète, a été problématisé de la manière suivante. Donc, comment aider les acteurs locaux à réaliser un diagnostic de santé publique sur leur territoire. Et pour vous donner des exemples de jeux de données qui se trouvent sur ce défi, on a des jeux de données qui permettent de creuser sur les quartiers prioritaires de la ville. On a des jeux de données qui viennent du ministère de la Santé, évidemment des jeux de données qui viennent de l'INSEE. L'idée, ça a été, et aussi avec évidemment l'expertise de data.gouv, d'essaimer les différents jeux de données qui pouvaient permettre aux étudiants et étudiantes de saisir de cette problématique dont je vous ai parlé sur les diagnostics de santé publique et d'être amenés jusqu'à de possibles réalisations. Je vais vous les citer sur ce défi. J'ai certains enseignants-enseignantes qui se lancent sur l'Open Data University et qui s'extraient complètement, nous, des premières directions, des premières pistes qu'on propose. Et c'est tout à fait possible de le faire puisque, pour rappel, on a vraiment imaginé l'Open Data University et ses défis comme étant des propositions pédagogiques qui ont vraiment pour objectif de s'intégrer le mieux possible dans vos enseignements. Donc, si s'intégrer le mieux possible, c'est de préciser une autre réalisation ou une autre méthodologie, d'ailleurs, comme ça peut être le cas pour certains établissements, c'est tout à fait possible. Typiquement, sur ce défi, c'est possible d'aller et donc de s'adresser à des publics d'étudiants et étudiantes qui font de l'économétrie, par exemple, avec la possibilité de faire de la régression linéaire en creusant des variables différentes. C'est possible d'aller vers un tableau de bord, donc une data visualisation assez classique. L'idée est justement sur l'ensemble des défis que vous a présenté Anne, donc les 7 défis, il y a toujours comme en tout cas comme réalisation possible, une data visualisation, soit statique, soit interactive. Et ensuite, en fonction des défis, la complexité des jeux de données, on peut aller vers de la data science parfois. C'est le cas notamment du défi santé et territoire. Pour vous passer un peu de temps pour vous partager très concrètement des projets étudiants. On n'a pas pris n'importe lesquels, mais je pourrais vous en partager beaucoup plus. D'ailleurs, ils sont accessibles sur ce lien que je vous remettrai dans le mail de cet après-midi. Ces 3 réutilisations que vous voyez à l'écran sont celles qui ont gagné l'année dernière. On vous parlait justement de la valorisation des travaux à l'occasion d'un événement interétablissement sur la saison précédente, donc l'année 2024-2025. Le pitch avait lieu en juin, et donc ces trois gagnants-gagnantes, je vais vous les présenter. C'est intéressant parce que ce que je vous partageais sur la possibilité de faire tout autant de la data analyse que pousser jusque la data science, ça se retrouve pas mal sur ces 3 équipes gagnantes étudiantes. On a d'abord une équipe de l'ICAM Strasbourg qui a travaillé sur le défi changement climatique, qui d'ailleurs est encore disponible sur cette saison 4, et qui a analysé des facteurs climatiques pour expliquer des potentielles sécheresses, notamment des sécheresses agricoles. L'analyse des données était assez fine et on était vraiment sur typiquement de la data science. Mais donc les étudiantes qui ont travaillé sur ce défi sont allées jusqu'à la publication de leurs travaux, et vous avez accès à la réutilisation sur data.gouv. Encore une fois, je vous partagerai évidemment le lien. Si je vais sur Datascope, donc là on avait des étudiantes qui étaient à l'IUT de Troyes
sur un parcours métier du multimédia et de l'information, pardon. Et là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mesuré l'impact des variables socio-démographiques pour expliquer certains choix électoraux. Donc là, typiquement, c'est un jeu de données, un défi qui n'existe plus maintenant, mais qui était autour des élections. Là, ce que les étudiantes ont fait, c'est une analyse qui a pris la forme d'un tableau de bord. Donc on était sur de la data analyse, par exemple, là-dessus. Pour finir sur un autre projet qui était du coup le deuxième lauréat. Donc là, on avait des étudiants et étudiantes qui étaient qui ont des compétences assez spécifiques en programmation, puisque du coup, c'est l'objet de leurs enseignements chez École 42. Le travail que l'équipe, le binôme d'ailleurs, a pris la forme de culture tour. Et l'idée pour eux, c'était de mutualiser les dates de spectacle pour permettre au plus de collectivités territoriales, notamment urbaines, rurales ou périurbaines, d'organiser des spectacles ou des sorties artistiques, touristiques, à moindre coût, parce que justement c'est mutualisé. Ce qui était assez intéressant au moment du pitch, c'est qu'il y avait des collectivités territoriales locales qui étaient présentes et qui se sont saisies justement de ce prototype, hein, puisque là du coup c'était fait avec des outils no-code et la collectivité était intéressée. Donc c'était assez marrant de voir que comme l'usager qui avait été imaginé, donc l'utilisateur final a identifié en fait une vraie problématique là-dessus et s'est saisi de l'outil qui a été imaginé. Il y a parfois la solution, en tout cas le rendu final de l'Open Data University dans certains établissements, c'est aussi de ne pas faire de solutions techniques. Et j'ai parfois certains établissements qui amènent leurs étudiants à formuler, par exemple, une problématique de politique publique. En tout cas, l'idée n'est pas forcément toujours d'aboutir à une data visualisation, même si c'est bien souvent le cas. Hyper rapidement, je regarde en même temps. Très bien. Ça, franchement, c'est le plus... c'est la slide qui vous permettra de un petit peu mieux conclure la manière dont ça se met en place. Je vous partageais justement au moment de vous expliquer comment est-ce que l'Open Data University se déroule dans les établissements du supérieur. Je vous partageais effectivement d'abord la possibilité de le mettre sous forme de cours. Donc, ça a été le cas par exemple dans certaines SAE, donc situations d'exploration d'IUT, dans le cadre de projets de fin d'année. J'ai l'impression que c'est souvent le cas plutôt d'écoles d'ingénieurs, comme ça a été le cas de 3IL, donc plutôt des étudiants qui là sont en fin de parcours et qui explorent justement les défis de l'Open Data University, enfin, un seul d'entre eux pour les équipes. Ou bien format d'un hackathon, et ça je vous ai déjà parlé effectivement de Polytech Nice Sofia qui en a justement mis en place par exemple au début de cette année scolaire. Une nouvelle fois, on vous a mis justement un lien juste ici avec l'ensemble des cas d'usage. Qu'est-ce qu'on appelle cas d'usage? C'est les différentes, non exhaustifs évidemment, mais un bon panel des différentes manières dont l'Open Data University peut se mettre en place. À chaque fois, je vous ai mis les étudiants et étudiantes qui étaient ciblés, l'objectif pédago qui était cerné, qui était ciblé par les enseignants, et les livrables qui étaient demandés justement dans le cadre de l'enseignement. On arrive, il est 15, c'est parfait. On arrive à la fin de ce webinaire. En tout cas, nous avons assez parlé avec Anne. C'est à vous maintenant, soit de nous dire si vous avez besoin qu'on revienne à un passage de la présentation, si vous avez besoin qu'on précise certains éléments. Dites-nous. Du coup, je vois déjà quelques questions dans le chat. Si vous voulez, je peux vous les faire remonter. Il y a une première question, je pense que Annabelle, tu y as peut-être répondu quand tu as présenté tout le processus d'embarquement des établissements. Mais quelqu'un nous demande, y a-t-il un calendrier particulier à respecter pour proposer les défis aux étudiants? Ouais, très bon point. Effectivement, si on reprend le déroulé en 4 étapes côté établissement du supérieur, et c'est ce que je vous disais dans le fait que l'Open Data University était vraiment un programme sur mesure. On n'a pas de calendrier dans la mesure où l'idée c'est de s'intégrer dans votre calendrier académique. Donc l'Open Data University peut se lancer quand vous voulez, de septembre à
fin mai pour correspondre aux possibilités de participation au hackathon. Vous pouvez choisir comme vous le souhaitez les 3 temps forts. Ils peuvent être espacés d'une semaine. Vous pouvez les étaler sur tout un semestre. C'est vous qui choisissez. L'idée, c'est que vous définissiez les contours de ce programme. Nous, on le pense évidemment en année scolaire. Pourquoi ? Parce que les défis sont tout simplement imaginés sur ce calendrier-là. Mais par contre, quand est-ce que ça s'inscrit, dans quel cours et à quelle date vous souhaitez mettre, par exemple, les temps forts, c'est votre calendrier académique. On a une autre question. Quelqu'un nous demande, les supports proposés sont-ils uniquement pour les établissements en France ? Alors, les supports proposés sont en français, donc sont pour des établissements francophones, ou en tout cas dont les étudiants sont francophones. À date, on n'a pas de version anglophone des supports proposés. Ensuite, comme ils sont accessibles, comme tout l'accompagnement se fait à distance, on a tout à fait la possibilité d'accompagner des établissements qui seraient en Afrique francophone, en Belgique, en Suisse, au Québec, voilà. Modulo le décalage horaire qui fait qu'il faut juste caler les temps d'accompagnement à des moments qui collent dans les 2 fuseaux horaires. Pour le reste, voilà, la seule contrainte finalement, c'est d'avoir des étudiants francophones et des enseignants francophones à date. Pour le reste, c'est accessible depuis différents endroits de la planète. Super. Ouais, exactement. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, on avait des étudiants qui étaient anglophones, mais par contre, dont l'enseignante, je pense à par exemple l'IGSI, dont l'enseignante par contre est francophone, et dont ça faisait partie effectivement du parcours d'apprendre le français. Donc typiquement, les supports sont exactement comme Anne vous le partage, sont 100% en français. Par contre, les temps forts dont on vous parle sont tout à fait possibles d'être animés en anglais. Effectivement, tout ce qui est support écrit, tout comme les défis d'ailleurs, sont en français. En revanche, c'est possible d'avoir effectivement ces temps d'animation en anglais. Est-ce que je voulais vous partager, pardon ? Oui, et typiquement, les étudiantes en question qui sont allées jusqu'à la partie pitch ont raconté leur projet en français. Ça a rajouté un challenge pour elles, justement. Mais à la toute base, elles n'étaient pas. Bon, on a déjà reçu 2 retours par rapport à ces 2 réponses. Pour la première question, Sabine nous dit: Je souhaite évaluer la pertinence d'utiliser l'un des défis dans le cadre d'un projet pédagogique de design thinking pour des ingénieurs. Je me suis inscrite sur votre plateforme. Et sur la question de proposer ces supports pour des établissements dans d'autres pays, c'est quelqu'un qui est en Belgique, donc il n'y aura pas de problème de décalage horaire. Ok. Ensuite, j'essaie de remonter le fil. Hop. C'est un petit peu lent. J'arrive tout de suite. Mais j'avais vu une question de quelqu'un d'Open Food Facts qui demandait s'il pouvait me proposer un défi sur l'alimentation dans le cadre de l'ODU. Carrément, c'est un sujet qu'on n'a encore jamais traité, si je ne m'abuse. Et c'est un sujet qui est hyper vaste et hyper intéressant parce qu'il peut être anglais sur des problématiques de politique publique agricole, de politique publique sanitaire, avec grand plaisir pour continuer la discussion sur un cadrage de défis autour des données ouvertes autour de l'alimentation. Je sais pas si vous avez mis un contact dans vos slides. Il y en aura dans le mail Ok, super. d'Annabelle. Donc, il y a effectivement... l'idée, c'est plutôt que les établissements peuvent plutôt contacter Annabelle et les producteurs et productrices de données peuvent plutôt me contacter moi. Le mail est sur la même base, hein, c'est anne@latitude.cc. Donc, normalement, c'est pas trop compliqué de s'en souvenir. Ça marche. Bah, du coup, j'espère que Manon Corneille a pris note de ton contact. Mais moi, en tout cas, je serais hyper intéressée d'avoir un défi sur l'alimentation aussi. Carrément. Est-ce qu'il y a d'autres questions
Quelqu'un nous dit, je n'ai pas compris le rôle concret de Carole, la facilitatrice graphique. Est-ce une personne ressource pour les étudiants, c'est-à-dire pour donner des pistes techniques de data visualisation? Non, alors là, pour le coup, c'est plutôt que nous, on a aussi tout un volet animation de communauté des établissements d'enseignement supérieur. Donc, le webinaire qu'on fait aujourd'hui s'inscrit dans un cycle. On a 3 types de moments d'animation de communauté. Un cycle plutôt d'inspiration, on appelle ça les bols d'inspi. On a un cycle qui est plutôt sur la présentation de toutes les ressources qui existent chez Latitude, donc un peu des 4 piliers qu'on vous a présentés tout à l'heure, et puis des temps de pair à pair ou d'échange entre pairs qui s'appelle le Café des établissements. Et donc, on a sollicité Carole pour ces temps d'inspiration, ces bols d'inspi, parce qu'on sait aussi que en fait, les webinaires, on les suit parfois d'une oreille en dépliant ses mails ou on a besoin de finalement avoir un petit récap graphique. Et pour nous, c'est aussi une façon de valoriser ces temps d'inspiration et de pouvoir ensuite donner aux participantes et participants et plus largement à l'ensemble de la communauté un rendu qui est graphique et qui donc est différent. Et c'est effectivement une patte qu'on a envie de donner aussi à Latitude. C'est quelque chose qu'on cultive beaucoup. Et donc de se dire, plus il y aura la facilitation graphique, et plus effectivement, pour le coup, ça donnera aussi peut-être des idées aux enseignants et aux étudiants pour, pour leur propre contenu. Je vois une dernière question pour l'instant. Je suis universitaire et je participe à un projet qui produit des données pas faciles à présenter, l'ensemble des parcours d'études effectués en France ces dernières années. J'ai été responsable d'un master en informatique et je n'ai pas trouvé le temps de traiter les données ouvertes pour les rendre plus faciles à réutiliser par mes étudiantes et étudiants. Auriez-vous la possibilité de nous conseiller? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est plutôt ce qu'on peut faire. En fait, en tout cas, moi, ça me semble plutôt s'adresser. En fait, on fait des formats ODU un peu sur mesure ou à la carte ou augmentés. C'est un peu le deuxième format qu'on vous a présenté, les projets Explo. C'est-à-dire que là, on va un cran plus loin avec une commande qui est plus sur un mode de prestation pédagogique. Typiquement, cette année, par exemple, des défis de l'Open Data University sont utilisés dans le cadre d'un programme autour de la donnée à HEC, mais on l'a fait dans un projet Explo parce que justement la demande de HEC était une demande d'accompagnement plus approfondi avec un programme pédagogique, avec un accompagnement beaucoup plus de proximité. Enfin, voilà, il y avait tout un parcours. Et ce que vous proposez là, ça me semble aussi être de ce domaine-là, c'est-à-dire la capacité à finalement accompagner un groupe d'étudiants ou un laboratoire, par exemple, de recherche, avec des étudiants dedans ou des docteurs ou des post-doctorants, sur rendre la donnée ouverte de ces labos plus lisible ou en faire un projet de données ouvertes. Donc ça se discute complètement et vous pouvez nous contacter et on peut voir effectivement si c'est une possibilité. Super. Pour l'instant, c'est la dernière question que je vois. Je ne sais pas si dans l'audience, vous avez de dernières questions à poser à Anne et Annabelle. Peut-être attendre une seconde. Mais si c'est pas le cas, peut-être qu'on peut conclure le webinaire. Dans tous les cas, la présentation, elle était très riche, elle était très dense et je pense que ça va sûrement éveiller des questions en y repensant. Vous avez les contacts d'Annabelle et Anne aussi. Annabelle, tu viens de me l'envoyer. Si jamais vous avez des questions ou envie de participer au programme côté établissement ou côté administration. En tout cas, moi j'ai encore appris des nouvelles choses aujourd'hui alors que ça fait 4 ans que je travaille sur l'Open Data University. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci Tana. Et Carole, je ne sais pas si tu veux nous montrer un petit Aperçu. Alors, ça ressemble à ça pour le moment. Voilà, il faut que je termine, mais il y a des tas d'infos que je vais finir de mettre. Mais voilà, nos participants et participantes auront la primeur de ton travail, Carole, dans le mail récap et puis dans les contenus postés par Latitude à l'issue de ce webinaire et d'autres d'ailleurs ensuite certainement.
Oui, merci beaucoup. Merci Tana et merci à Data Kangoo pour l'invitation à participer à votre rentrée. C'est toujours un plaisir. Ouais, Et merci de... beaucoup d'avoir répondu présent. J'ai une dernière question que je viens de voir dans le chat. Ah, Euh, Ça peut être déjà été dit, mais les sujets de cette année sont-ils déjà définis? Oui, alors, sur cette année, on a 7 défis, potentiellement un huitième. On sort parfois des défis au semestre 2, donc potentiellement un huitième qui sortira au deuxième semestre. Et ensuite, là, on va plutôt à partir du premier semestre 2026 cadrer les défis pour la saison 5, parce qu'on sait aussi que les calendriers sont chargés et qu'entre le temps où on prend contact et le temps où on cadre un défi, voilà, et on préfère valoriser les défis vraiment aux rentrées universitaires de septembre et de janvier. Donc pour cette année, c'est clos. Et ce sera plutôt pour l'an prochain, enfin pour la rentrée prochaine. Mais rien ne vous empêche de prendre contact dès maintenant parce que le temps file vite et que plus tôt on se voit et mieux on cadre un défi. Super. Bah, merci beaucoup une nouvelle fois. Et Merci. merci Tana, merci beaucoup Carole. Et on vous envoie dans l'après-midi un récap de ces infos et surtout le graphique de Carole. Merci beaucoup. Merci. bonne Très bonne journée. journée. Au revoir.